de vous joindre à nous. On espère qu'on va être capable de répondre à toutes vos questions. J'ai écrit dans l'invitation, puis on ne se cache pas, c'est organisé par le Club Delta Québec qui est spécialisé en organisation d'événements d'autoslalom. Mais le but de l'événement, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de répondre oui à l'autoslalom, mais si vous avez des questions sur d'autres sports motorisés, ça va nous faire plaisir de vous orienter puis de répondre à vos questions aussi. On ne restera pas fermé à l'autoslalom si vous avez des questions sur autre chose. D'ailleurs, on a prévu une petite partie de la présentation sur les autres sports motorisés, comme le lapping, le time attack et n'importe quel autre sport motorisé pour lequel vous auriez des questions. Si on a les réponses, ça va nous faire plaisir de vous orienter. Donc, on va starter ça tranquillement. Laissez-moi partager une couple de trucs. Donc, commençons donc avec les présentations. Moi-même, David Mercier, si vous regardez sur la photo à gauche, je suis le deuxième à partir de la gauche et je pense qu'on peut se fier sur les grandeurs. Le plus grand de la gang, mais d'un poil de cheveux. C'est l'effet de la photo, David. C'est l'effet de la photo. Vous me laissez un instant, il semblerait que j'ai un problème technique à la maison. Donc, Sylvain, si tu veux continuer avec ta présentation, je reviens dans quelques secondes. Pour les autres, moi je suis Sylvain, celui complètement à gauche, qui est normalement plus grand que David, mais pas sur les photos, ça a l'air. Puis les deux autres, c'est ceux qui sont dans notre équipe Team MX, donc Catherine et Maxime, qui vont être spectateurs pour la journée. Donc normalement, David va être le maître de cérémonie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est allé réparer. Et 9h33. Fait que normalement, on a commencé. Moi, je peux-tu... De retour. Ah, bon, David avait déjà mis la page pour l'agenda de la journée. Je te laisse aller. Parfait. Donc, l'agenda de la journée... Oh, il y a quelqu'un qui a du feedback. Merci. L'agenda de la journée, on va parler du slalom. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les objectifs principaux? C'est quoi une journée typique? Évidemment, on va regarder le tracé puis les obstacles qu'on peut rencontrer. Comment fonctionnent les pénalités ainsi que les drapeaux. Le pylon duty qui est une bonne partie de votre journée lorsqu'on fait du slalom. Donc, on va adresser ça aussi, le matériel nécessaire. Une partie qui fait souvent peur aux gens, c'est les classes, les index, puis quelles modifications ils ont le droit. On va adresser ça aussi. On ne rentrera pas en détail, mais on va au moins vous indiquer c'est quoi les grandes lignes, puis qui contacter si vous avez des questions à cet effet-là. Ensuite, on va aligner avec quelques techniques de pilotage de base. Moi, j'entends rien. Est-ce que je suis plugué? Oui, on vous entend. Donc, on va faire quelques techniques de pilotage, parler brièvement de l'entretien de la voiture, qu'est-ce que ça prend pour aller sur la piste. Ensuite, la section autres sports comme le lapping, time attack et les autres disciplines. On va parler des prochains événements. Vous savez tous qu'en ce moment, on est un peu sur le hold, donc on va parler de ça. Puis, on partage quelques liens à la fin. Il y en a qui posaient des questions à savoir si la présentation va être disponible. On enregistre présentement la discussion. Donc, si le résultat est bon, on va le partager. Je pense que ça devrait être bon comme résultat. D'habitude, ces technologies-là, ça marche bien. Puis, pareil pour le PowerPoint que je présente présentement, on va le transformer en PDF puis on va l'envoyer sur la page du club. Donc, oui, ça va être tout disponible. Ça va jusqu'à maintenant? Il y a quelques personnes qui ont des petits problèmes audio, mais la plupart ont l'air corrects. OK. En fait, si la majorité, ça fonctionne bien, je ne retarderai pas tout le monde. Mais comme je disais, la présentation va être disponible par la suite. Donc, c'est malheureux, mais je ne veux pas retarder tout le groupe pour adresser chacun des petits problèmes. Les gens, vous pouvez prendre le temps de regarder pour vos problèmes audio. Vu que la majorité entend, ça signifie que c'est probablement de votre côté un paramètre sur votre ordinateur. Nous, de notre côté, l'enregistrement va tout enregistrer qu'est-ce que David dit. Donc, vous pourrez revenir sur le début de l'enregistrement en cas de besoin. Alors, la première slide que je veux vous présenter, c'est celle-là. Et pourquoi? Je veux démystifier quel genre de voiture peut faire du slalom ou tout simplement aller sur une activité de piste. En fait, c'est n'importe laquelle. Pas besoin d'avoir une voiture
très modifiées. En fait, même pas besoin d'avoir une voiture modifiée du tout. Je dirais même que la plus grosse catégorie ou la plus grosse classe de gens qui font du slalom, c'est ce qu'on appelle la classe street. C'est une voiture complètement stock. Donc, une voiture qui sort du concessionnaire ou une voiture que ça fait 15 ans que vous avez, si elle est en bonne forme, vous pouvez aller sur la piste. Je dirais que le meilleur exemple, c'est probablement moi-même, là, 3 ans. J'étais sur la piste avec mon vieux Corolla 2016 qui avait 400 000 km. Puis, je réussis à avoir beaucoup de plaisir avec cette voiture-là. Donc, sachez que c'est vraiment pas nécessaire d'avoir une voiture modifiée, ni d'être un pilote expérimenté pour aller sur la piste. Au contraire. Donc, vous voyez les différentes voitures, ce sont tous des voitures stock, en passant de la Fit au Sentra, au Golf, différents autres modèles. Donc, il n'y a vraiment aucun problème avec n'importe quelle voiture. Il y a un ratio hauteur-largeur à respecter. Évidemment, on n'acceptera pas un pick-up parce que du slalom, ça demande des changements de direction rapides. Mais la majorité des voitures conventionnelles sont adaptées pour faire du slalom, il n'y a aucun problème. Le slalom, qu'est-ce que c'est? Ça peut faire peur, cette image-là. Un paquet de cônes, c'est exactement ce qu'on veut démystifier aujourd'hui. Mais si vous saviez la satisfaction qu'on a le matin à marcher un tracé et à découvrir quel genre d'obstacle on va avoir à rencontrer, c'est génial. Donc, si cette image-là vous fait peur, démystifier tout ça dans la prochaine demi-heure, prochaine heure. Prochaine image, simplement pour vous montrer que même si vous avez une grosse voiture, ça peut se faire. Ce n'est pas tous les tracés qui sont adaptés, mais on sait que les Mustangs sont des voitures très puissantes, très performantes, surtout en ligne droite, mais ça a bien tiré leur épingle du jeu avec des grosses voitures. Puis il y a certaines sections de tracés qui peuvent être super intéressantes aussi. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai mis cette image-là. Donc, oui, les voitures de rue, c'est bien, mais aussi les grosses voitures plus performantes vont trouver leur compte aussi. Qu'est-ce que le slalom? C'est quoi les objectifs? Parcourir le tracé le plus rapidement possible, sans pénalité ni hors parcours. On va voir c'est quoi des pénalités et des hors parcours plus tard. Si vous frappez un cône, ça vous donne 2 secondes de pénalité sur votre temps final. Un hors parcours, ça veut dire qu'on ne respecte pas le bon tracé. Alors, l'essai et les manqués et les perdus, le temps ne sera pas valide pour cet essai-là. Dans la journée, on a 6 essais qui sont chronométrés. Donc, habituellement, 3 l'avant-midi, 3 l'après-midi. Et quand on a le temps puis tout se déroule bien, souvent, on se permet de faire 1-2 fun runs à la fin. Et les fun runs ne comptent pas dans le championnat, mais sont toujours les bienvenus. Le plus de temps qu'on passe sur la piste, le mieux c'est. Petit fun fact à propos des fun runs, ça arrive que majoritairement du temps, les gens font leur meilleur temps pendant les fun runs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le tracé. Ça fait déjà 6 runs qu'ils font dessus. Donc, la 7e et la 8e sont juste meilleures. Puis aussi qu'il y a l'aspect stress qui vient de tomber. Donc, on n'est plus stressé de faire de temps. Donc, on se laisse aller. Puis c'est souvent là qu'on fait les meilleurs temps. J'ai vu que quelqu'un avait une question. Je crois que c'est René. Avais-tu une question ou un commentaire à faire, René? Oui, ben, simplement que les fun runs peuvent être utilisés aussi pour essayer des affaires des fois. Et des setups qu'on ne voudrait pas essayer en course parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher ou des affaires de même. Effectivement, bon point. Journée typique. Joël qui dit tout faire tomber les comptes. Non, faites pas ça, s'il vous plaît, dans les fun runs. C'est vraiment pas le fun pour ceux qui font du Pilot Duty. Journée typique, ça commence dans les alentours de 7 à 8 heures, dépendamment des participants. Habituellement, vers 16h, 16h30, c'est pas mal terminé. Il y a un autre item en fin de journée que je n'ai pas mis sur la présentation qui est aller souper au resto tout le monde ensemble. Ça arrive assez régulièrement, donc sachez-le. Souvent, ça se termine au resto à la fin de la journée. Donc, de 7 à 9, l'arrivée puis l'enregistrement et le montage du tracé. Évidemment, les responsables du club vont arriver plus tôt parce qu'il y a le tracé à monter. Vous avez vu le paquet de cônes. Il y a plusieurs dizaines de cônes qui sont installés sur un tracé. Il faut monter la tente où est-ce qu'il y a les chronos. Donc, tout ça, ça demande du temps. Donc, les responsables arrivent plus tôt, mais les participants, on leur demande d'arriver quelque part entre 7h et 9h. Vers 8h30, on ouvre habituellement le tracé pour qu'il soit marché. Donc, on marche tout simplement le tracé, voir c'est quoi les obstacles qu'on va avoir à franchir aujourd'hui. Et on prend ce temps-là aussi pour préparer les voitures. Il y en a plusieurs qui achètent des pneus spécialisés pour le slalom. Donc, c'est le moment de changer les pneus sur la voiture, valider les freins, valider qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Donc, toute la préparation de la voiture, retirer le matériel à l'intérieur de la voiture parce que dans slalom, ça brasse gauche-droite. Donc, et avant, arrière, le freinage, l'accélération. Donc, on veut idéalement qu'il n'y ait rien qui prenne à l'intérieur de la voiture. Oui, je vois la journée typique là, qui est affichée.
Oui, c'est exactement ça que vous devriez voir. C'est parfait. Parce que Donc, normalement, toi, tu entends le son à mesure? moi, je vous entends très bien parler. Donc, vers 9h30, ce qu'on appelle le Driver's Meeting, c'est un rassemblement de tous les pilotes de la journée. C'est là qu'on donne les instructions de la journée. Donc, on va donner les instructions, donner les consignes de sécurité, s'assurer que tout le monde est inscrit. C'est aussi là qu'on va diviser le groupe souvent en deux, ce qu'on appelle des waves ou des vagues. Donc, un groupe qui va commencer à rouler, l'autre groupe qui va commencer en pylon duty. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va donner les instructions, qui fait partie de quel groupe et comment la journée va se dérouler. Ça arrive des fois qu'on fait 3 groupes quand on est plusieurs. Donc, à ce moment-là, il y a tout le temps un groupe qui fait du pylône, un groupe qui roule et un groupe qui est en pause. Et on fait une rotation au travers de la journée avec ça. À 10 heures, lancement de la première vague pour 3 essais. Pourquoi 10 heures? C'est pour des contraintes de bruit habituellement. Les bordures des pistes, souvent, il y a des maisons, des terrains de camping ou un peu n'importe quoi de civilisation. Donc, on commence à 10 heures par respect pour le bruit aux alentours. Habituellement, vers 11 heures, on commence la deuxième vague. Donc, ceux qui étaient en pylône viennent rouler et ceux qui étaient en train de rouler s'en vont faire le pylône. Vers midi, dîner, le temps de manger un peu, de préparer la voiture s'il y avait des ajustements à faire. Vers 13 heures, on recommence et c'est là qu'on va inclure les 3 essais de l'après-midi et souvent les fun runs pour le premier groupe. Pareil lorsqu'on fait un autre rotation, donc 14h30, c'est à peu près. Là. Donc, le lancement de la deuxième vague, les 3 essais et les fun runs. Vers 16 heures, habituellement, c'est terminé, on ramasse. Puis on fait une remise de prix. Je tiens à mentionner la reprise de prix parce qu'une chose qu'on se rend compte, c'est que souvent, les nouveaux à leur première remise de prix, ils sont partis parce qu'ils ne savaient pas qu'on faisait une remise de prix un peu plus tard. Donc, lorsque vous avez fini de ramasser vos choses, que votre voiture est prête à repartir sur la route, restez. On a une belle remise de prix, puis on a une catégorie pour les nouveaux. Donc, à chaque événement, on a au moins 3 nouveaux qui vont faire un podium. Troisième, deuxième et première position pour les nouveaux. C'est toujours intéressant de se retrouver sur le podium. Donc, ah oui, Joël dit que souvent, il y a des commanditaires qui donnent des cadeaux. C'est vrai, ça arrive à l'occasion qu'on a des cadeaux à donner, puis c'est là qu'on va le faire. Donc, restez, ça vaut la peine. Puis c'est le fun de connaître nos nouveaux par le biais des podiums et de voir aussi qu'est-ce que les autres réussissent à faire dans le courant de la journée. Ça va jusqu'à maintenant? En plus de beaux petits trophées cette année, c'est vrai, Danick nous a préparé des super beaux trophées cette année. Fait que ça va être super intéressant. Questions, commentaires? Je vais juste rajouter, David, là, que pour les nouveaux, la marche du tracé, c'est probablement une étape super importante. Là. Si on ne fait pas la marche du tracé, ben on arrive puis on fait des hors-parcours, on fait des erreurs. Donc, pour plein de raisons, là, la sécurité, la performance, l'apprentissage, la marche du tracé est super importante. Donc, essayez d'arriver tôt, avoir le temps de préparer votre voiture avant que la marche du tracé commence. Puis essayer de marcher avec des gens d'expérience. Puis si possible, des gens qui ont des véhicules similaires à vous. Si vous avez une Miata et quelqu'un a un Subaru de 450 HP, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui marcher parce qu'elle va vous donner des conseils qui ne fitteront pas avec votre voiture. Très bon point, merci Sylvain. Je vais répondre rapidement aux quelques questions qui apparaissent dans le chat. Vous faites ça quelle journée de week-end en général, Maxime? En fait, ça dépend vraiment des fins de semaine parce qu'on doit déterminer les fins de semaine pas mal d'avance pour avoir accès aux pistes. Donc, des fois samedi, des fois dimanche, puis des fois même des lundis quand c'est férié. Comme par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est notre premier événement qui est supposé d'avoir lieu lundi le 18 mai. Et on ne se le cachera pas, peut-être que ça va être reporté à plus tard. En fait, sûrement que ça va être reporté à plus tard, mais c'est un lundi férié. Donc, la piste était disponible cette journée-là, donc c'est là qu'on a réservé. Donc, c'est déterminé d'avance. Tout l'horaire est déjà sur la page Facebook. Donc, vous pouvez consulter l'horaire. Évidemment, un premier ou deuxième événement sûrement qui vont être décalés, mais le reste, ça devrait avoir lieu aux bonnes dates. De répondre à l'équipement nécessaire, on l'y adresse plus tard. Donc, restez avec nous, on adresse cette section-là un peu plus tard. Excusez mes talents de dessinateur. En bleu, on a la bordure de la piste, de part et d'autre. En jaune, on a les obstacles ainsi que leur définition. Puis en noir, c'est le tracé que la voiture va faire. Je me suis basé sur mon vieux Corolla, hein, qui est super cute. Quelqu'un qui dit un RISQ, ça ressemble aussi.
Donc, on a le start line qui est le premier obstacle. À noter que vous ne pouvez pas accrocher les cônes du start line, ça vous donne aussi une pénalité. Donc, chaque cône sur le tracé, que ce soit au start ou au finish, ne touchez pas au cône, ça vous donne des pénalités. Donc, sur agitation du drapeau vert, l'auto peut partir et c'est là que le chrono démarre. Normalement, sur les deux cônes de start, c'est là que la photocelle est là. Donc, dès que la voiture traverse la photocelle, le temps démarre automatiquement. Premier obstacle qu'on rencontre, c'est une échelle. Donc, c'est un peu ce que vous voyez dans l'émission RPM quand ils font des tests. Là, ils appellent ça du slalom. Qui n'en prenaient pas exemple sur eux, ils sont souvent très en retard sur leur échelle. J'aimerais ça leur donner un petit cours à un moment donné, ce serait vraiment drôle. Donc, l'échelle, un enchaînement gauche-droite. Donc, on contourne les cônes tout simplement. On va y revenir un peu plus tard sur les différents obstacles. La deuxième, c'est une porte pointée. Vous voyez, il y a un petit cône qui est couché de côté. Il y a deux cônes dans lesquels il faut passer entre chacun de ces cônes-là, c'est ce qu'on appelle une porte. Puis, il y a un pointeur qui indique de quel côté on doit passer. Pour des fois, on rajoute ça pour ajouter l'éclaircissement, à savoir où on doit passer exactement. Troisième obstacle, la porte. En fait, dans ce cas-ci, je me suis mal exprimé, c'est pas tant une porte, c'est vraiment juste un cône lui-même qui sert à définir. La porte serait probablement l'obstacle juste avant le finish. On va y arriver plus tard. Mais bref, le cône indique qu'on doit passer à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la piste. Le corridor. Souvent, on voit 2 ou 3 corridors de suite. Là, j'en ai dessiné 2. Donc, on a un corridor à gauche de la piste et un autre suivi qui est à droite. Normalement, quand on a des sections larges de piste, on se permet de faire 3 corridors, excusez l'anglicisme, mais offsetés l'un par rapport à l'autre. Donc, on doit passer en ligne droite dans le corridor et tout de suite faire un changement pour aller prendre le deuxième et le troisième. Ensuite, le mur. Le mur, souvent, c'est une série de cônes qu'on met. Ça peut être incliné, ça peut être perpendiculaire à vous. C'est simplement pour bloquer une section de la piste où vous forcez à faire un changement rapide de direction. Au moins, la Rieska, il est sur coil-over. Oui, effectivement, je suis content que vous l'ayez remarqué. J'ai vraiment fait exprès pour dessiner des coil-over sur la voiture. C'est drôle, hein? Et les phares allumés pour une question de sécurité, évidemment. Donc, l'avant-dernier obstacle, avant le finish, ça, c'est vraiment une porte. Donc, 2 cônes, on doit passer entre les deux. Et le finish line, suivi d'une stop box. La finish line, c'est là que se trouve la deuxième photocelle, donc votre temps se termine quand vous passez au finish. La stop box est là pour que vous arrêtiez la voiture complètement. Et j'insiste sur ce point-là, le stop box, quand il y en a une, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a une, la voiture doit s'arrêter complètement à l'intérieur. Souvent, on fait ça pour des questions de sécurité. Quand les... Est-ce qu'on a perdu la présentation? Laissez-moi repartager. Et voilà. Donc, la stop box, quand il y en a une, ça sert à arrêter. C'est pour une question de sécurité. Souvent, c'est quand le finish line se fait proche de gens ou de voitures qui pourraient... On met volontairement une stop box pour augmenter la sécurité. Donc, souvent, il y a quelqu'un posté là qui va enlever un compte pour vous permettre de passer, mais la voiture doit arrêter complètement. Question, commentaire jusqu'à maintenant? David, Oui. je proposerais que tantôt, on présente une photo qui montre c'est quoi un pointeur parce que je me rends compte Oui. que sur un 2D comme ça, c'est peut-être pas évident pour les nouveaux. En fait, on en a. Check bien ça. Ah, super. L'autre photo. Ça ici, un cône couché. Là. On le voit bien un peu plus loin. Les cônes couchés sont des pointeurs qui indiquent c'est par là que ça devrait aller. Donc, le pointeur pointe tout le temps la direction où est-ce que la voiture devrait aller. Donc, dans la première ligne qu'on voit présentement, les pointeurs pointent vers la gauche. Les cônes couchés pointent vers la gauche, donc la voiture doit passer à gauche. Est-ce que l'explication était correcte, Sylvain? Oui, pas pire. C'est sûr que ce qu'on voit ici, c'est pas quand même des pointeurs standards, là. Effectivement, mais au moins ça donne le feeling de oui, c'est un cône couché qui pointe il est couché dans la direction. Mais je pense que j'ai une belle image de ça tantôt. Donc, laissez-moi revenir à la photo. Question par rapport à ça? Ouais, je vais me permettre de répondre puis de rajouter un commentaire par rapport à la stop box. Il y a quelqu'un qui dit que la distance entre une finish et une stop box, ça là-dessus, je pense qu'on est d'accord, ça va varier. En général, on est capable d'accélérer jusqu'à la finish pour ensuite mettre les freins, mais dépendamment le parcours, ça peut arriver de devoir gérer le freinage un peu avant les photocelles pour s'arrêter à temps
dans la stop box. Là où je rajouterai un commentaire aussi que tu n'as pas mentionné, David, les comptes dans la stop box, si on en fait tomber, ça compte pour un hors parcours et non une pénalité de 2 secondes. Bon point. Effectivement. Merci. Je vois une autre question dans le chat qui dit un instant que je la retrouve. Bon, la distance, on en a parlé. Une échelle pointée, oui, effectivement, une échelle pointée. L'habitude des échelles, on les commence pointées pour indiquer d'un bord ou de l'autre, mais ça arrive des fois qu'on a le choix. Soit on part à gauche, soit à droite. C'est à vous de le déterminer. Donc, oui, ça arrive. Un autre commentaire de Nicolas qui dit les pointeurs ne comptent pas dans les pénalités. C'est vrai. Si vous ramassez un compte, puis vous ramassez le pointeur qui va avec, il y a seulement le compte qui vous donne une pénalité. Donc, les obstacles. J'espère que ça va être plus clair avec ces images-là. La première obstacle à gauche, c'est vraiment une porte standard. Donc, 2 comptes, on doit passer entre les deux. Deuxième image, c'est la même gate. On appelle ça une gate. Là, souvent, on utilise le mot anglais, gate, mais c'est le vrai mot français, c'est porte. Mais c'est une porte avec un pointeur. Donc, le cône qui est couché sert vraiment à donner une clarification sur où est-ce que la voiture doit passer. À gauche, on a une échelle pointée. Elle pourrait ne pas être pointée. Donc, si on enlève le pointeur qui est couché, vous auriez le choix de passer à gauche ou à droite. Comment on le détermine à ce moment-là? Regardez la sortie. Où est-ce que votre sortie doit être optimale? Vous allez être capable de déterminer où est-ce que vous devriez rentrer. Des fois, c'est difficile de déterminer, mais c'est en marchant le parcours le matin qu'on réussit habituellement à lever. Donc, on voit la ligne, on contourne tout simplement les cônes. La photo de droite, c'est ce qu'on appelle un Chicago Box. Donc, Chicago Box, on rentre d'un côté, on sans toucher aucun cône et on ressort de l'autre côté. C'est un obstacle qui est quand même assez traite. Il faut apprendre à bien freiner. Mais quand on le possède, c'est vraiment satisfaisant à clairer un Chicago Box. J'ai passé beaucoup de plaisir à faire ça. Celui de gauche, j'y connais pas de nom. Ça ressemble un peu à un Chicago Box, mais pas vraiment. C'est juste pour vous donner un aperçu de genre d'obstacle qu'on peut faire des fois. Comme là, c'est un virage tout simplement, mais un virage bien délimité. Donc, on doit contourner le cône intérieur sans accrocher ceux de l'extérieur. Ah oui, d'après le lexique, Margot, c'est un Congo Box, effectivement. Merci, Eddie, de me le rappeler. René, il dit que c'est un clamshell. J'ai aucune idée. Je vais l'apprendre. Merci. À droite, c'est ce qu'on appelle des corridors. Un meilleur exemple de corridor mieux dessiné. On peut en mettre 3, 4, 5, peu importe. Mais vous voyez comment on doit les adresser. Donc, idéalement, on essaye de faire une meilleure ligne droite, mais souvent, les corridors, on force que ce ne soit pas possible. Donc, on n'a pas le choix d'aller en ligne droite, faire un changement de direction, une autre ligne droite, sans accrocher de cône. Ces obstacles-là sont souvent très traites. Souvent, on accroche un cône d'entrée ou un cône de sortie parce qu'on pousse un peu trop, mais c'est le plaisir de la chose. Avant qu'on embarque dans les pénalités, est-ce que vous avez des questions, commentaires? OK, on continue. Qu'est-ce qu'une pénalité et qu'est-ce qui n'est pas une pénalité? Donc, si vous voyez le premier à gauche, on voit qu'un cône est tombé. J'apporte votre attention aussi sur la craie qui est dessinée tout le tour du cône. Le matin, quand on monte le tracé, on donne des craies ou des fois, c'est tout simplement des bouts de J-Prox. Puis on dessine des carrés autour des cônes. La raison de ça, c'est pour aider les pylônes du UT à remettre le cône à la bonne place. Le tracé, il a une position et c'est avec la craie autour du cône qu'on sait où est-ce que chacun des cônes va. Si un cône tombe, c'est automatiquement une pénalité qui touche ou pas à son carré. S'il est tombé, il est tombé plus 2 secondes. La deuxième image, on a accroché le cône avec la voiture, mais il n'est pas tombé. La question à se poser, c'est est-ce qu'il touche au carré blanc? S'il touche au carré blanc, ce n'est pas une pénalité, c'est bon. Tant que le cône est debout et touche au carré, c'est correct. On a même déjà vu, et là on l'a sur vidéo, on pourra vous prêter ça, c'est assez incroyable. La roue avant touche au cône, le faire voler dans les airs, il retombe à terre, mais il retombe debout dans le carré, ce n'est pas une pénalité. Donc à ce moment-là, l'essai est bon. Donc, le deuxième exemple qu'on voit là, où est-ce que c'est out, ce serait effectivement une pénalité de 2 secondes parce que le cône ne touche plus au carré blanc. Troisième item.
Ça, c'est l'exemple parfait. On a passé à côté, on n'a rien touché, tout est resté en place. Génial. Quatrième exemple, c'est encore bon. Le cône a été déplacé, mais il touche encore à sa boîte. Scénario idéal encore là. On a pu probablement réduire la ligne au minimum. On a touché au cône, mais il n'est pas tombé. Question, commentaire? Le rôle du pylône duty. J'en profite là, tandis qu'on voit cette chose-là. Le rôle du pylône duty, c'est de replacer le cône dans la boîte après chaque essai, après chaque voiture qui passe. Si vous voyez qu'une voiture a accroché un cône puis qui a bougé ne serait-ce que 2 pouces, même 1 pouce, allez le replacer. Le but, c'est d'avoir un tracé qui est pareil pour tout le monde, pour que tout le monde ait la même chance ou la même bad luck avec les cônes. Donc, si un cône est déplacé, il faut le replacer. Kevin demande donc, la limite, c'est encouragé de frôler les cônes? Absolument. Le plus près tu vas passer les cônes, souvent, tu vas réussir à avoir la meilleure ligne qui va te permettre de garder le plus de momentum, le plus de vitesse. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est un cône extérieur, tu ne veux pas y toucher. Mais les cônes intérieurs, effectivement, là, le but, c'est de passer tout près. Puis tu pourrais même regarder sur le site, sur la page web du club. Des fois, il y a des membres qui postent des vidéos. Puis on voit que la voiture passe directement sur la base du cône, assez que ça le fait shaker. C'est les lignes idéales. Évidemment, le but, c'est de trouver la juste limite entre le faire tomber ou pas. Effectivement, Nicolas, il parle d'Anthony qui perd des morceaux de bumper. Des fois, ça arrive, on accroche les cônes un peu trop fort. Puis, majoritairement, on ne brise pas les voitures, sachez-le, c'est pas ça le but. Mais des fois, ça arrive. Les drapeaux, c'est facile. En slam, il y en a 2. C'est vert, on y va. C'est la ligne de départ. Donc, go, go, go. Gaz au fond, on y va. Amusez-vous, c'est l'heure de vous amuser. C'est les pylônes duty tout le long du parcours qui vont avoir ces drapeaux-là. Si vous voyez un drapeau rouge qui est en train de se faire brasser, vous ne vous posez même pas la question, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais? T'arrêtes. T'arrêtes la voiture, tu l'immobilises. Idéalement, si tu es capable en dehors de la piste, parce que tu ne sais pas s'il y a quelqu'un en arrière qui va arriver rapidement. D'habitude, on est juste un sur le tracé, mais des fois, ça arrive qu'on lance 2 voitures à plusieurs secondes d'intervalle. Peut-être que lui en arrière, il n'a pas vu le drapeau encore, donc on immobilise la voiture dans un endroit sécuritaire et on reste dans la voiture. Quand est-ce qu'on repart? Lorsque le pylône duty le plus près de vous va vous faire signe. Chacun des pylônes duty sur le bord de la piste ont des CB. Donc, eux se parlent entre eux et se communiquent qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on voit un danger, la première chose qu'on fait, on flag. Et après ça, on carle au CB. Drapeau rouge, station 4. On va parler des stations un peu plus tard. Là. Mais drapeau rouge, et ça veut dire qu'on arrête tout le monde sur la piste le temps de dégager le danger. Question, commentaire? Vert et rouge, c'est assez simple à retenir. Pylon duty. C'est quoi le rôle du pylon duty? C'est assez simple. Quand vous ne roulez pas, on vous demande de faire un bénévolat, ce qui est de prendre une station. Normalement, on divise le circuit en plusieurs stations. Ça dépend, ça varie entre 5 et 8 stations, dépendamment des événements. Et chaque personne est attitrée une station et à chacune des stations, on va mettre 3 personnes avec un CB, avec une bouteille d'eau, avec un flag rouge, avec des craies pour refaire les marques au sol si jamais elles sont disparues. Quelques comptes de spare, d'un coup, des fois, quelqu'un part avec un compte. Ça arrive, des fois, une voiture passe sur un compte, puis ça reste coincé en dessous de la voiture, donc ça en prend de spare. Puis, vous calez les pénalités, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de pénalité, c'est cool. On regarde les voitures passer, c'est plaisant. Quand il y a une voiture qui frappe un cône, dès que c'est sécuritaire de le faire, vous allez replacer le cône, vous appelez la faute. Puis la faute, c'est assez simple. Par exemple, moi, mon numéro 18. Et si je passe puis j'accroche 2 cônes, puis que vous êtes à la station 3, vous allez dire station 3, voiture numéro 18, 1 cône, 2 cônes, 3 cônes, peu importe comment que j'en ai frappé. Et là, les gens qui sont à l'attente des chronos vont inclure ces cônes-là dans le système informatique. C'est ce qui va nous permettre de calculer les temps à la fin de la journée. Donc, les appels, c'est tout le temps sur cette forme-là. Le numéro de la station, le numéro de la voiture, suivi de la faute. Donc, station numéro 6, voiture 56, hors parcours. Aussi simple que ça. Quand on est en pylon duty, ce qui est super important, c'est de regarder l'auto qui s'en vient et pas celle qui s'éloigne. Souvent, on est porté à regarder les grosses bagnoles, celles qui sont modifiées, celles qui font du bruit.
puis ils passent en avant de nous, ils n'ont pas fait de pénalité, puis là, ah, c'est vraiment cool cette voiture-là, j'aime le son, ou j'aime ses mags, ou c'est super beau. Fait qu'on la regarde passer super loin. Pendant ce temps-là, il y a une autre voiture qui vous passe d'en face, qui a fait une pénalité, puis vous ne l'avez pas vue. Donc, vous avez manqué le numéro de la voiture, vous avez manqué la pénalité, puis là, ben, vous arrivez pour appeler la pénalité, puis vous ne savez pas quoi dire. Fait que souvent, ça donne quelque chose comme Station 2, l'auto noir, ben ça c'est pas bon. Évidemment, ça nous a tous de manquer un numéro de voiture, puis c'est correct. Mais pour votre sécurité, puis pour le bon déroulement de l'événement, on regarde toujours l'auto qui s'en vient, puis pas celle qui s'éloigne. Donc, l'auto vient de passer en face de vous, on l'oublie, on passe à la prochaine. Ça va être vraiment plus sécuritaire pour tout le monde. Puis surtout pour vous. C'est vous qui êtes à pied. Le gars dans la voiture versus vous qui êtes à pied. Vaut mieux vous watcher, vous n'avez pas de protection. Et évidemment, dépendamment d'où est-ce que vous êtes sur le tracé, on demande aux gens de se mettre derrière les blocs de béton, de ne pas être directement sur la piste, évidemment. Oui, René. Tu parles de voitures qui passent en face de nous, là, mais le en face de nous est jusqu'à la fin de la section qu'on surveille en réalité. Là. C'est pas il est passé en avant, j'arrête de le regarder. C'est quand il sort de ma zone de pylône duty, je me retourne pour regarder le début de ma zone pour la prochaine voiture, si on veut. Là. Oui, c'est une bonne clarification. Effectivement, merci. Merci. Sylvain, tu avais quelque chose à dire aussi? Si par exemple, il y a eu tellement de cônes qui sont tombés ou vous avez été un peu lent pour aller replacer le cône ou deux, trois cônes, ben à ce moment-là, la prochaine voiture va peut-être passer puis les cônes ne seront pas tous replacés. Donc à ce moment-là, il faut se dépêcher à replacer. Puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez appeler à l'attente pour dire arrêtez les départs. Il y a trop de cônes de tomber, on n'a pas le temps de les replacer sécuritairement. Oui, effectivement, bon point, merci. Pour répondre à la question de Kevin dans le chat qui dit pour voir si le cône touche encore à son marquage, on doit aller voir de plus près à chaque voiture. Oui, c'est exactement ça. En fait, normalement, tu sais s'il a touché ou pas, ou tu sais s'il est encore dans la boîte, mais si tu as un doute, oui, tu vas prendre le temps de vérifier. Évidemment, s'il y a une voiture qui s'en vient, tu ne te mets pas en danger pour ça. Quitte à caler à l'attente une rerun. D'ailleurs, c'est un bon point parce que ça me fait parler des reruns, puis je ne l'avais pas planifié dans la présentation. Ça existe une rerun. Quelqu'un qui fait une run, puis qu'on n'est pas sûr du résultat, on a des doutes, on va reprendre l'essai pour une personne. Et dans ce temps-là, on demande tout simplement l'attente des chronos. Pour numéro 18, rerun, il y avait une erreur sur le parcours ou peu importe la raison. En fait, le pylône duty suggère la rerun. C'est l'attente des chronos qui va décider. Mais on peut fortement le suggérer. Ceux dans le champ sont le mieux placés pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, une rerun, ça existe. Puis, allez voir si vous avez le temps. Et oui, vous avez le temps d'aller voir. Pareil comme vous avez le temps d'aller replacer les comptes qui sont tombés parce que les départs sont espacés. Mais comme Sylvain le mentionnait, si vous êtes trop dans le jus et que ça devient dangereux, demandez qu'on arrête les départs. La personne qui est au départ a un aussi. Puis, l'attente des chronos, dès qu'elle se rend compte qu'il y a un pylône duty qui est en trouble, va nécessairement faire passer la sécurité en premier. J'espère que ça répond à la question. Il y a Danick qui dit si vous êtes attentif, vous allez les voir bouger. Effectivement, on les voit bouger assez rapidement. Oui, Joël. Oui, c'est important aussi, là, ce que. Je vais remonter dans le chat parce que ça avance. Là. Nicolette disait là, attendre une seconde avant de parler dans le micro. Parce que quand on appuie sur le walkie-talkie, si on est à une bonne distance, ben, des fois, ça prend peut-être une seconde de se rendre à l'attente des chronos. Fait que dans le fond, vous appuyez sur le bouton, vous attendez une seconde, puis ensuite, vous faites votre appel. Ça va permettre à tout le monde de bien entendre. Très bon point, merci. Good. On continue. Ah oui, Anthony, oui, tu as amené un bon point. En cas de drapeau rouge, celui qui cause le drapeau rouge, si c'est causé par quelqu'un, des fois c'est causé par des éléments externes. Mettons un oiseau qui vient de se faire frapper sur la piste. C'est pas causé par personne, c'est causé par l'oiseau. On va donner une rerun. Mais si vous provoquez un drapeau rouge, votre essai il est perdu, votre temps ne comptera pas. Ça va être comme un hors parcours. Les autres en piste, on va avoir un droit à une rerun. Et Christine, il est interdit de rire de la mouette. Si vous voulez en savoir plus sur la mouette, je vous invite à venir à notre premier événement. Ça va nous faire plaisir de vous conter l'histoire en vrai.
Le matériel nécessaire. C'était une question, ça, tantôt, donc j'espère qu'on va y répondre. Le premier item que ça vous prend, c'est une voiture en ordre, évidemment. Et quand on veut dire en ordre, pas besoin d'avoir une voiture modifiée ou quoi que ce soit. Là. Les freins fonctionnent, sont en bon état, ils ne coulent pas. Le moteur fonctionne, il ne coule pas. Parfait. Il n'y a pas de rouille qui serait excessivement dangereuse ou de morceaux qu'on peut perdre. Donc, tant que vous passez, il y a une auto-inspection qu'on demande à chacun de faire. Il y a une liste de points à vérifier. Si vous répondez correctement à cette liste-là, vous êtes les bienvenus. Évidemment, comme je parlais tantôt, il y a un ratio hauteur-largeur à respecter. Il y a quelques modèles qu'on sait qui ne peuvent pas compétitionner. Par exemple, un Jeep TJ, ça ne peut pas compétitionner, c'est trop haut par rapport à sa largeur. Mais la majorité des voitures sont correctes. Pour ce qui est des casques, il y a 2 homologations qui sont acceptées, la SNEL 2005 ou plus et ECE 2205. Comment savoir si votre casque a la bonne homologation? C'est assez simple. Ouvrez le casque à l'intérieur, enlevez le tissu, puis souvent collé à l'intérieur, vous allez le voir. SNEL, ça marche par 5 années. Donc, SNEL 2005, c'est la plus petite année acceptée. Et à noter que c'est la dernière année que c'est l'est. Donc, à partir de l'année prochaine, on n'acceptera plus les 2005, ça va devenir les 2010. Personnellement, je possède un SNEL 2015, donc il risque d'être bon pour encore un bon bout. Évidemment, quand vous en achetez un, le SNEL le plus élevé sera le meilleur pour vous. Les 2020, s'ils ne sont pas déjà sortis, doivent être sur le bord de l'être. Les casques, c'est d'environ 200 $. Il y en a chez ADM Sport, même Fortnite en a. Personnellement, moi, j'ai acheté le mien chez ADM Sport en spécial, puis j'ai payé une affaire comme 180 $. C'est quelque chose comme ça. J'ai donné un modèle en exemple, le AJC CL17. C'est probablement le moins cher qui rencontre les normes. Ça se vend dans les alentours de 180 $, 200 $, dans ces alentours-là. Ensuite, la voiture, on a parlé. Casque, on a parlé. Crème solaire, on l'oublie souvent. Parlez-en à quelques membres actifs, ils vont vous en parler. On oublie toute la crème solaire une fois ou deux, puis on ne l'oublie plus par la suite. On la prend à nos dépens. Une chaise, de l'eau. À noter que jusqu'à maintenant, le club fournissait les bouteilles d'eau et on a décidé cette année de ne plus le faire. Donc, vous devez apporter votre propre eau et évidemment votre belle humeur. Et je tiens à mentionner de laisser votre orgueil à la maison. S'il y a une des choses qu'on ne veut pas au club, c'est les gens qui sont tellement orgueilleux qui gâchent la journée de tout le monde. C'est correct d'avoir de l'orgueil, mais c'est pas correct de faire payer tout le monde parce que vous n'êtes pas content de vos performances. Au contraire, on est tous là pour avoir du plaisir et pour s'aider à s'améliorer. C'est exactement la mentalité qu'on essaye d'y mettre. Et c'est pour ça qu'on a du plaisir d'année en année, parce que tout le monde y met du sien. Je regarde le chat rapidement. Il y a beaucoup de questions à propos des casques. Est-ce qu'un copilote peut emprunter un casque? Est-ce qu'on peut emprunter DOT 2? Non, DOT 2, je suis désolé, c'est pas suffisant. Pour ce qui est des casques, jusqu'à récemment, le club le prêtait des casques. Évidemment, avec la situation actuelle de COVID et de virus, on est en train de revoir cette position-là. On n'a pas une position ferme à savoir si on va prêter ou pas, mais c'est certain que si jamais on décide de prêter, ça va être pour la journée. Jusqu'à maintenant, on prêtait par run, puis on demandait aux gens de les rapporter après leur run pour pouvoir en prêter au plus de gens possible. Évidemment, on ne fera pas ça cette année. Si vous prenez un casque au début de la journée, vous le prenez jusqu'à la fin de la journée, et on va les désinfecter entre les événements. Mais la décision officielle n'a pas été prise. Donc, ne prenez pas pour acquis que le club va prêter des casques cette année. On espère que oui, mais ça se pourrait très bien que non. Dès qu'on va le savoir, on va pouvoir vous donner plus d'informations. Quelqu'un qui dit chasse-moustique? Ah oui, très bon point. Le chasse-moustique, c'est arrivé à un événement l'année passée, qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui est allé en acheter parce que ça n'avait juste pas de sens. Surtout en début de saison, c'est pire, mais oui, super important. Ne pas oublier un manteau, les températures changent rapidement. Effectivement, bon point, Nicolas. Surtout à Montmagny, on est près du fleuve, donc oui, la température change très rapidement. Pour ce qui est des autres slides, je vais laisser la parole à Sylvain Bourgault. Puis, il va passer au travers des classes index modification, l'entretien de la voiture, les autres types d'événements. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Merci, Sylvain, de prendre le relais. Good. Donc, les index, c'est souvent une question que... hey, Nancy est avec nous.
Ouais, fait que Nancy fait dire que les prêts de casque, on va probablement oublier ça. Ouais, donc les index, c'est une question qu'on a souvent en début d'année. La première chose que je dirais, c'est au niveau, faites-vous-en pas. Les index, ça a l'air un peu compliqué, mais il y a Olivier Bédard, il y a René aussi qui vont pouvoir vous aider sur le site. Mais l'idée des index, c'est de mettre le pilote plus important que la voiture pour les résultats. Donc, il y a des classes, il y a des classes qui commencent avec stock où tu as très, très, très peu de modifications qui vont jusqu'à, je crois que c'est open où on a quasiment toutes les modifications qui sont ouvertes. Certaines classes ont un index fixe pour toutes les voitures dans la classe, surtout quand on va dans les classes plus modifiées. Les classes stock, au début, ben, chaque voiture fait partie d'un regroupement et a un index particulier. Donc, une Porsche stock versus un Corolla stock a bien sûr pas le même index. David avait mis une note comme quoi, mettons, William au championnat provincial, brut versus indexé. Ben, brut, William est un très bon pilote, une voiture stock très peu préparée et puis pas nécessairement une voiture adaptée. Donc, au brut, donc si on n'a pas d'index, il y avait un résultat ordinaire, mais merci. Donc, William, on peut voir qu'en street, il est 7e au championnat. Ça, c'est au brut, Sylvain. Je voulais donner cet Ça, c'est au exemple-là parce brut, qu'au brut, ouais. il est 7e, mais au niveau de l'indexé, ça l'a avantagé. Ouais. Donc, on peut voir qu'au brut, deuxième. oui, c'est ça, il est 7e. Puis si on va voir la partie, ce sera pas long, je vais scroller. Si on va voir au niveau indexé, on voit que William est redevenu 3e à cause de son index. Donc, quelqu'un qui roule un Mazda 3 a un index plus avantageux que quelqu'un qui roule, par exemple, une Porsche ou n'importe quelle autre grosse voiture bien modifiée. Il paraît qu'avec un index adéquat, on peut prendre une Miata et battre un Subaru STI. Mais bon, c'est des rumeurs. Donc, on peut partager peut-être, David, oui, je reviens. Oui, effectivement, les Honda Fit ont des bels index. Donc, pour l'instant, amenez le véhicule que vous avez. Puis, on va vous donner votre index. On va regarder avec vous les modifications que vous avez faites. Si vous avez mis un P-flow, une blow-up valve, un échappement, on va tout regarder ça. Puis, dans le futur, si vous aimez tellement l'autoslalom, ben, vous pourrez peut-être choisir votre prochain véhicule en fonction des index. Effectivement, si vous changez de voiture durant la saison, puis si cette voiture-là est dans le même index, parfait. Même index et même classe, bien sûr. Si vous changez d'index, mais vous restez dans la même classe, ben vous allez avoir quand même des résultats dans votre classe. Mais c'est ça. Si vous faites des modifs qui vous changent de classe, malheureusement, vous allez faire des points dans deux classes séparées. Donc, vous n'aurez pas de résultats pour votre classe. Par contre, vous pourrez toujours avoir des résultats au niveau de l'overall indexé, puis l'overall brut. Si c'est ça, comme un Mart, si tu passes de street à street prep, ben, tu vas avoir marqué des points en street, des points en street prep, mais probablement pas assez dans chacune des classes pour être bien placé au championnat. Donc, c'est ça. Excuse, David, tu avais déjà changé de slide. Y a des questions au niveau des index? Ah bon, Danick fait dire que c'est un bon point. Là. Si vous voulez faire partie du championnat, donc avoir la chance de gagner un trophée, puis avoir votre mention dans le résultat du championnat, il faut être membre du club. C'est un des avantages d'être membre. Oui, effectivement. Comme Nicolas dit, si vous savez que vous avez commandé des pièces qui vont arriver en mi-saison ou fin de saison, puis vous aimeriez ça, les installer et puis faire des points au championnat, ben vous pouvez en début d'année vous inscrire dans une classe supérieure. Donc, si vous avez un véhicule qui est présentement en stock, mais vous savez qu'en fin d'année, vous allez être en street prep, ben vous pouvez déjà vous inscrire en début de saison en street prep. Bien sûr, vous n'aurez pas les performances nécessaires pour la classe, mais c'est souvent un détail parce que le pilote est plus important que la voiture. Donc, bon point, Nicolas. Au niveau des techniques de pilotage, ça, c'est un cours qu'on a mis un petit peu plus pour les nouveaux. Donc, on n'ira pas très loin, mais on va quand même souligner les quelques techniques de base. La première technique qui semble un peu ridicule, mais qui est la plus importante, c'est regarder loin.
Souvent, quand on fait les fun runs ou avec les nouveaux dans le début de journée, j'embarque avec les gens, puis je leur donne des consignes. La seule consigne que je donne pendant qu'on est sur la piste, c'est regarde loin. Puis juste donner cette consigne-là fait qu'on va gagner souvent 1 seconde, 2 secondes par minute, même plus que ça quand on est nouveau. Ensuite de ça, puis en passant, ça a l'air facile, mais c'est très difficile de toujours penser à regarder loin. Maniement du volant. Habituellement, les gens qui commencent avec nous ont des habitudes de conduite d'autoroute ou de se promener en ville. Donc, c'est une main sur le volant, l'autre qui joue avec la radio, le shifter. Donc, c'est très difficile de défaire ces habitudes-là. Donc, dès que vous commencez à faire de l'autoslalom, essayez de redévelopper des nouveaux réflexes, avoir les 2 mains sur le volant. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, il y a le maniement du volant, là, comment tourner le volant. C'est un peu difficile à montrer en ligne présentement, là, mais on pourra faire une vidéo pour les prochaines fois. Après le fait de regarder loin, le maniement du volant est probablement la deuxième technique la plus difficile à changer quand on commence à faire la course. C'est super important. Sa ligne de course, la première chose, est-ce qu'on doit absolument être présent à tous les events? C'est bon point ça, David. On pourra rajouter ça peut-être à la description pour le championnat. Comme on sait que la plupart des gens ne font pas ça de façon professionnelle, on permet aux gens de s'absenter 1 ou 2 événements dans la saison. Donc, en gros, si on a, mettons, un championnat de 6 événements, 4 de 6. Donc, on va prendre les 4 meilleurs résultats pour calculer le championnat. Donc, si vous avez fait 6 événements, c'est super. Vous allez pouvoir, si vous voulez, vous débarrasser des 2 pires performances. Mais si vous avez juste fait 4 événements, ça va être les 4 là qui vont être utilisés pour le championnat. Donc, la plupart du temps, les gens vont tenter de faire au moins 5 événements, comme ça, ils vont pouvoir retirer leur pire performance de la saison. Si vous avez des bris mécaniques ou des vacances en famille, on comprend que vous ne pourrez pas être là. Oui, la ligne de course. Slow in, fast out. Un des problèmes que je vois souvent au niveau du pilotage des niveaux, c'est que vous êtes pressé d'aller vite. Vous pensez que si le copilote crie et a peur, ça veut dire que vous êtes en bonne voie de faire des bons chronos, mais ce n'est pas le cas. Habituellement, ce qu'on vous suggère, c'est de rentrer doucement dans le virage. Donc, freinez un petit peu plus en entrée pour être capable d'accélérer plus tôt en sortie de virage. Il y a plusieurs raisons pour pourquoi cette technique-là marche mieux. On pourra aller dans un cours plus avancé dans les détails, mais dites-vous que c'est aussi plus sécuritaire. Ensuite de ça, les ballons. David, j'aimerais ça peut-être faire un tableau blanc. Oui. Tout ce qu'il faut de ton bord ou tu veux que je m'en occupe? Si je m'en vais, ouais, et tableau voilà. Blanc, c'est beau, Oui. j'ai le crayon. Good, merci David. Donc, admettons qu'on a un premier cône ici, un deuxième cône là, puis un troisième cône ici, puis que normalement, la ligne, je peux changer les couleurs, ouais, ici. Une ligne intuitive pourrait être de passer avec la voiture de ce côté-ci, aller de ce côté. Là, excusez. Là, ça écrit pas. Ouais. Ouais, je vais juste refaire de quoi de plus complexe. Parce que là, mon exemple était trop facile. Normalement, j'aurais pu peut-être faire une ligne bien droite comme ça. Ça, c'est pas efficace parce que ça demande dans cette zone-là un virage qui est très, très, très prononcé. Donc, ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est des ballons. C'est-à-dire que ici, je vais passer comme ça, puis je vais volontairement me diriger plus loin. Je n'irai pas vers le cône. Donc, ça va me permettre de faire un long virage. Donc, le virage ici, on peut voir qu'il est beaucoup plus long, beaucoup plus étendu. Donc, il va me permettre de le négocier à plus haute vitesse. Donc, c'est ce qu'on va appeler des ballons. Donc, souvent, on va les imaginer dès la première marche du tracé le matin. Donc, on va commencer à dire, bon, ici, je vais devoir faire une ballonne. Puis, c'est souvent la chose qu'on va penser quand on est sur la piste ici. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ma ballonne. Parce qu'instinctivement, si on regarde toujours trop proche, quand on est ici, on va regarder le cône là, puis rendu ici, on va regarder le cône là, donc on va donner la ligne en bleu. Tandis que si on conduit en ayant prévu notre coup, quand on va être ici, on va se souvenir que, ah oui, ma ballonne. On va tout de suite commencer notre virage pour aller se placer. Donc, c'est ça une ballonne. On ne pas confondre avec les ballons que les policiers donnent, effectivement. Donc, on peut repasser à la slide du PowerPoint, David. Ouais, j'y arrive. Laisse-moi une seconde.
Ouais, puis un point aussi, si vous voulez voir, des fois on marche, hein, c'est un peu flou quand on marche, là, qu'est-ce qui va se passer sur le tracé. Donc, au nouveau, vous avez le droit d'embarquer avec d'autres pilotes comme passagers. Donc, je vous conseille fortement d'aller achaler le monde pour embarquer avec eux. C'est probablement une des façons les plus faciles d'apprendre. Il faut toujours choisir les gens avec qui on embarque, bien sûr. Donc, vous pouvez regarder ceux qui ont beaucoup d'expérience. Ou demander à l'attente, demander à l'attente, hey, y a-t-il quelqu'un avec qui je devrais embarquer, puis suivre les conseils, puis on va vous diriger. Ouais. Quand vous allez avoir plus d'expérience, on va vous suggérer de faire du trail braking, des trucs un petit peu plus advanced, mais pour les nouveaux, je vous conseille fortement de freiner avant les virages, donc en ligne droite, et d'accélérer après les virages, encore une fois en ligne droite. C'est pas la version la plus rapide, mais c'est celle qui va vous permettre d'être le plus en confiance, puis qui donne le moins de chances de perdre le contrôle du véhicule. Puis c'est une bonne première étape de pilotage. Quand celle-là va être bien maîtrisée, puis que les coachs vont vous sentir en confiance, on va être capable de vous demander de pousser un petit peu plus. Puis là, les dérapages contrôlés entre les comptes vont être une option possible pour vous. Mais au début, freiner en ligne droite, c'est toujours une bonne idée. Ouais, René, on regardera qu'est-ce qu'on va faire pour le coaching. Là, il y a peut-être moyen d'avoir aussi l'FRS qu'on va parler. Je ne sais pas trop. Mais effectivement, ça va être plus difficile cette année au niveau du coaching. Ouais, effectivement. Là, on dit slow in, fast out, même chose pour l'apprentissage. Commencez doucement, puis vous allez être plus rapide à la fin. Si vous essayez de gagner la première année, à part le championnat de recrues, là, vous avez peut-être le mauvais mindset. Position de conduite. Encore une fois, dans la vie de tous les jours, on a toujours une position relaxe, confortable, mais en conduite, on doit avoir une position qui optimise le contrôle du véhicule. Donc, on veut optimiser l'information qui va arriver du véhicule, puis aussi la façon dont on va maîtriser le volant. Si on est assis tout croche, on va se tenir après le volant plutôt que de contrôler le volant. Donc, en gros, la position de conduite, c'est qu'il faut avoir les pieds complètement appuyés sur le frein. Quand les pieds sont appuyés sur le frein et qu'on pèse le plus fort possible, il faut toujours qu'il y ait une flexion du genou un petit peu. OK? C'est ça qui va donner de la précision. On va ajuster la profondeur du banc, si tu veux, avec les rails de banc, là, en avant, en arrière, pour ajuster la flexion du genou. Une fois que ça c'est fait, on va ajuster l'angle du banc, désolé, pour avoir une flexion des coudes d'environ 90 degrés. Donc, quand les deux mains sont de chaque côté du volant bien appuyées, on devrait avoir 90 degrés au niveau des coudes. Ceux qui ont un volant télescopique, vous pouvez le faire avec le volant puis ajuster l'angle du banc pour être confortable. C'est pas mal ça. Puis pour les ceintures, ceux qui s'intéressent, les CG Lock qui appellent, ça permet d'avoir une ceinture qui est barrée, donc qui vous tient fermement appuyé dans le banc. C'est un beau petit upgrade pour tous ceux qui font de l'autoslalom, puis c'est pas trop encombrant, pas trop coûteux. Pour ce qui est du technique de pilotage, c'est pas mal ça. D'autre part, OK. J'ai pas de questions à ce sujet-là. Passer prochaine slide, David. Entretien et préparation de la voiture. CG Lock. Je crois que c'est CG. Ça. Un petit dispositif en tôle plié, là, c'est pas très compliqué à installer, puis c'est super. Préparation de la voiture. Là, on parle bien sûr de préparation de base. C'est pas pour changer de catégorie, c'est juste de l'entretien. Donc, on suggère une bonne huile synthétique, là, pas aller dans les grosses affaires, mais juste passer à l'huile synthétique, je pense que c'est une bonne idée. Pour les marques, je vous dirais que nous autres, on utilise la Castra, là, de bain de base. Moi, j'aime bien aussi Motul et Golf, qui sont des plus haut de gamme, là, mais pour le commun des mortels, là, juste une bonne huile. Aller au Canadian Tower, là, souvent la Castrol est en rabais, c'est super. Ou encore mieux, encourager bien sûr les commanditaires qui offrent de l'huile quand même plus haut de gamme, mais ça vaut la peine. Frein, suspension, direction en ordre. L'autoslalom, c'est la précision. Hein? Donc, si la suspension est mal ajustée, ça ne fonctionnera pas.
Donc, ça vaut la peine de faire un entretien soi-même ou d'aller le faire justement dans un centre de tuning avec des gens qui sont habitués d'inspecter une voiture pour la piste. Donc, ils vont aller voir vraiment tous les petits détails. Un alignement de base, je saute tout au point un peu plus bas. Là. La première chose à faire quand on sort avec une voiture du manufacturier, c'est un alignement de performance. Dépendamment des véhicules, ça va changer le nombre de degrés de camber, caster, tout ça. Donc, encore une fois, allez faire aligner dans un centre de tuning. Ils vont être capables d'aller chercher le maximum. Ça va aider à l'usure de vos pneus, à la performance, l'agrément de conduite. Donc, c'est la première chose à faire. Système de refroidissement en ordre. Bien que l'autoslalom, ce ne soit pas nécessairement très dur pour le véhicule, c'est quand même quelque chose qui va solliciter votre système de refroidissement. Donc, vous assurer que le liquide de refroidissement est en bon état, qui est assez récent, puis que le radiateur fonctionne bien. Donc, la première journée, si vous n'êtes pas sûr, faites juste monitorer la température de votre moteur. Puis, si ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème pour l'instant. Bien sûr, les fuites, s'il y a une fuite sur la piste, ça peut amener des délais très longs parce qu'il faut nettoyer, surtout si c'est de l'huile, du prestone, il faut nettoyer la piste. Donc, les fuites vont être très, très, très méticuleusement inspectées par le club en début de saison. Puis, durant le reste de la saison, faites attention à ça. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les véhicules, puis ça fait des délais. Pression de pneus, surtout en classe stock, il n'y a pas grand-chose qu'on peut ajuster. Donc, surveillez les pressions. Habituellement, là, on part avec les indications du manufacturier. Donc, entre 32 et 34, dépendamment du poids de votre véhicule. Là. Partez avec les recommandations du manufacturier. Puis ensuite de ça, il y a plein de techniques qu'on peut faire. Monitorer la pression, parce qu'elle va augmenter en fonction des rangs que vous faites. L'air va chauffer. Utiliser de la craie. Puis des lasers pour mesurer la température aussi, ça peut être utile. Sinon, des pyromètres aiguilles, mais là, on est dans le mode un petit peu plus advanced. C'est pas mal ça pour l'entretien et préparation. Pour répondre à la question de Kevin pour la craie, ah oui, vas-y, tu allais y aller, je pense. C'est pas de la craie pour la température. La craie va surtout aider à identifier si vous avez assez de camber. Donc, on va peinturer le flanc du pneu avec de la craie blanche. Puis, si ça use jusqu'aux écritures sur le pneu, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas assez de camber. Si tu as l'occasion d'ajouter le camber parce que la voiture le permet ou tu as les camber kits, tu pourras le faire. Sinon, au moins, tu le sais. Pas mal ça. Pour la température, c'est avec un laser ou avec un pyromètre aiguille. Oui, on peut effectivement jouer avec la pression. Souvent, si on joue avec la pression, c'est une patch qu'on pourrait appeler. C'est pour résoudre un problème avec le comportement de la voiture. Les voitures d'origine vont souvent être sous-vireuses. Donc, on va essayer de tweaker ça. Donc, on va gonfler un petit peu plus en arrière, un petit peu moins en avant. Les Indy 500, c'est correct. C'est pas le pneu le plus performant, mais c'est très bon puis ça supporte la chaleur. Donc, c'est un bon pneu pour débuter sa carrière en autoslalom. RS71R, c'est probablement les meilleurs pneus street. Donc, encore une fois, là, dans la première ou deuxième année, là, je vous dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'y aller pour bang for the buck. Donc, les pneus qui vont coûter le moins cher possible pour faire le plus de temps de piste possible. Une fois que ton coup de volant est quand même bon, puis que tu penses que tu peux compétitionner pour des championnats, là, ça vaut la peine de peut-être magasiner les meilleurs pneus dans chacune des classes. Le RS71R et le Rival S sont probablement les deux meilleurs en catégorie pneus de rue. Je ne l'ai pas nécessairement mis parce que c'est compliqué à expliquer l'heure à l'homme, René. Mais ouais, effectivement, ça. Pour les événements. Donc, j'ai séparé ça en deux catégories, événements chronométrés et non chronométrés. Je pense que ça fait une bonne différence. Surtout au niveau de la sécurité. Les événements non chronométrés, habituellement, les gens vont pousser moins. Donc, les événements chronométrés, je les ai aussi mis en ordre ce que je pense être sécuritaire. Donc, l'auto X ou l'autoslalom, l'autocross, organisé par le Delta et le CADL à Montréal, c'est probablement les deux événements les plus sécuritaires.
Sunday Cup, oui, effectivement, un autre club de lapping, on pourrait les ajouter. Donc, l'autoslalom, c'est le moins cher. C'est aussi le plus sécuritaire, le moins dur pour la voiture. Il y a les 2 clubs au Québec qui l'organisent. Vous pouvez aller sur leur site. Super Slalom, c'est une version que le Club Delta, on organise 1 ou 2 événements par été. C'est plus rapide que l'autoslalom, mais il y a quand même des cônes. Donc, c'est un petit peu moins rapide que le time attack. Le time attack, puis le super slalom aussi, c'est des événements qui sont cumulatifs. Ça veut dire qu'on va additionner chacun des essais de la journée pour faire le résultat final. Tandis que l'autoslalom, c'est ton meilleur temps de la journée parce que le tracé ne change pas. Tandis que le super slalom, le tracé change durant la journée. Time attack, c'est un peu comme si on enlevait les cônes puis que tu faisais du lapping, tu fais tourner sur le circuit, puis chaque tour est chronométré, c'est ton meilleur tour qui compte. Vu que les vitesses sont plus grandes, ben, c'est plus dur pour les voitures, c'est aussi un peu plus dangereux, mais c'est aussi un peu la suite logique à l'autoslalom. Dans Time Attack, il n'y a pas de dépassement, c'est pas la position d'arrivée qui compte, c'est le temps. Donc, si tu dépasses, ben, en fait, c'est juste pour laisser passer les gens ou tu dépasses quelqu'un de plus lent. Les personnes, normalement, te laissent passer. Ils ne vont pas protéger leur ligne de course. Donc, habituellement, il n'y a pas de contact. Rally X, le Rally Cross, c'est souvent dans les pits de sable. C'est plus type rallye, donc une voiture plus préparée, hein, donc une suspension un peu plus robuste, des skid plates, tout ça. C'est vraiment la porte d'entrée du rallye. Puis ça ressemble un peu à un autoslalom dans le sens où c'est très sécuritaire pour du rallye. Puis le rallye sprint, c'est l'étape suivante. Souvent, les vitesses vont être plus élevées. Les stages vont être un peu plus dangereux. C'est souvent pas dans les pits de sable, c'est souvent des rangs, des chemins de gravel, des chemins de terre. Donc, les sorties de route vont être un peu plus coûteuses. J'ai pas mis le rallye standard parce que c'est complètement une autre catégorie de budget et de risque. Donc, c'est pas mal ça qui est des événements chronométrés. Time Attack, ben, j'ai mis 3 clubs pour l'instant. Je n'ai pas fait la recherche à savoir quel club va encore exister. Il y a Time Attack, j'en vois pas d'autres, à moins que quelqu'un d'autre ici en connaisse d'autres. Vous pouvez le poster dans l'onglet de chat. Pour le lapping, c'est vraiment le fun. C'est super easy going. Hein? C'est une journée où tu arrives avec ta voiture, tu peux faire des tours de piste. C'est non chronométré. Normalement, les organisateurs vont demander aux gens de ne pas se chronométrer. Certains vont avoir quand même des lap timers qui appellent dans leur véhicule. L'idée, c'est de s'amuser tout simplement. Puis les lapping night, c'est probablement la version la moins coûteuse. C'est souvent, nous autres, à Québec, on avait ça le jeudi ou le mercredi. Aux divers autodromes, il y a le Montmagny, puis il y a Sainte-Croix. Sainte-Croix, qu'on n'est pas encore certain si ça rouvre à chaque année, mais l'année passée, il y avait quand même du lapping. Donc, tu arrives là, souvent, c'est des sessions de 10 minutes, 10 $. Donc, ils vont essayer de classer en fonction des vitesses des voitures et de l'expérience des pilotes. Certaines pistes vont obliger de faire une première session coachée. C'est super easy going. Fait que tu arrives là avec ta voiture, tu fais le nombre de sessions que tu veux, puis tu repars. C'est pas mal ça pour les types d'activités. En passant, j'aimerais revenir sur le lapping, si tu permets, Sylvain. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés d'aller voir les soirées lapping en se disant « je n'ai jamais fait ». Les soirées lapping sont là pour ça. Évidemment, la première fois que vous arrivez sur la piste, ça peut être un peu intimidant. Mais il y a le plat d'entrée qui fait payer parce que souvent, rentrer sur le site, ça coûte quelque chose comme 10 $. Puis, vous pouvez lui demander de l'information à lui. Ensuite, vous allez vous stationner où est-ce qu'il y a les autres voitures. Puis, souvent, il faut acheter des tickets, soit à la cantine, si c'est à Montmagny, on achète des runs pour le coût de 10 $ comme Sylvain a dit. Puis, si c'est votre première fois, ils vont vous demander de faire une première run coachée. Encore là, Sylvain l'a mentionné. Mais n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez prendre de l'expérience, allez-y puis allez explorer toutes ces choses-là. Effectivement, Nicolas, il dit on peut embarquer avec des habitués. Ben oui. Juste le fait de se pointer là-bas, moi, mon plus gros fun, c'est de faire triper du monde en tant que passager à côté de moi parce que des gens qui n'ont jamais fait, quand ils rentrent dans le premier virage, souvent, ils sont super surpris puis ils se tiennent dans le banc puis à la fin, ils ont le gros sourire dans le visage puis ils voient qu'est-ce qu'on peut faire avec un minimum d'expérience. C'est super le fun. Fait que la majorité des gens sont contents d'avoir des passagers parce que justement, ils veulent montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, toujours dans un contexte sécuritaire. Mais n'hésitez pas à y aller.
La seule chose qui vous retient, c'est vous-même parce que les soirées sont là, ils existent, ne sont pas dispendieuses. Puis c'est une belle façon d'encourager les pistes locales pour qu'ils restent ouvertes. Puis si vous êtes nerveux d'aller dans une soirée, ben, je vous conseille de peut-être vous organiser pour partir tôt du bureau, puis arriver dans les premiers, comme ça, ben, vous êtes à peu près sûr d'avoir 2-3 sessions avec moins de voitures, moins de spectateurs. Souvent, ça va être des sessions où les nouveaux vont être coachés, donc c'est des sessions plus lentes, donc vous ne ferez pas pousser dans le derrière par une Corvette ou un Civic crinqué, là. Donc, assurez-vous d'arriver tôt. Ouais, cher René n'est pas prêt. Ça, c'est pas mal le cas de plusieurs cette année, René. D'après moi, ton char va être prêt, mais que les pistes ouvrent. Donc, c'est pas mal ça pour la ping, Tamatak et autres. On l'a pas mis, il y a le karting aussi, là. Le karting est une bonne façon aussi d'aller laper, mais c'est sûr que c'est pas la même affaire que de rouler avec son propre véhicule. Fait que je te laisse aller, mon David. Cool. On va compléter avec les événements à venir. C'est effectivement une bonne question. On ne sait pas exactement quand est-ce que les pistes vont ouvrir. Par contre, vous pouvez aller sur le site du Club Delta et sur la page Facebook. À noter qu'il y a 2 pages, hein, on va le clarifier parce que des fois, les gens sont un peu confus. Il y a la page officielle qui est Club Delta Québec. C'est là où est-ce qu'on va mettre du contenu un peu plus professionnel avec un français plus attentionné. Donc, tout ce qui est post officiel va être là. Pareil pour les événements. Donc, toute la liste des événements et les dates sont là. Comme je disais en début de rencontre, probablement que le premier et le deuxième, les dates vont sûrement être modifiées pour s'adapter aux dates d'ouverture des pistes, mais le reste de la saison, si tout va bien, devrait se dérouler comme c'est prévu. La deuxième page, c'est un groupe, en fait, c'est un groupe de discussion, ça s'appelle Club Delta Québec Discussion. Et là, c'est libre à tous de poster n'importe quel contenu, évidemment, toujours dans le respect. On tient à garder cet aspect-là de l'avant. Quelqu'un qui n'est pas respectueux, c'est sûr qu'il va se faire dire merci et au revoir. Autrement, les événements à venir, on en avait un le 18, c'est lundi prochain, pas celui qui vient, mais l'autre d'après. On avait normalement aussi l'école, qui n'est pas juste la partie théorique, mais aussi la partie pratique qui devait avoir lieu demain. Évidemment, vous en doutez, ça n'aura pas lieu. Donc, le 18 était le premier événement et ensuite, on se voyait en juin. Donc, le 18 va sûrement être déplacé et juin, on espère pouvoir le tenir à la bonne date telle que prévu. Il y a Nancy, un peu plus tôt, dans le chat, qui a dit qu'il pourrait peut-être dire quelques mots, soit à propos des casques ou à propos des événements à venir. Je ne sais pas si Nancy, tu es toujours disponible pour prendre la parole quelques minutes. Bien sûr. Peut-être commencer par vous présenter? Oui, Nancy Gilbert. Je suis administratrice au sein d'Autosport Québec. Donc, une fille qui traîne un petit peu partout dans le milieu du sport motorisé depuis longtemps. Donc, pas une participante, mais plutôt au niveau de l'organisation, de la gestion des événements. Je vous fais un résumé assez simple. Donc, on a présenté un plan de reprise des activités du sport motorisé en ligne avec les nouvelles normes de la santé publique puis de la CNESST. C'est sûr que notre objectif, c'était pas d'ajouter des contraintes qu'on n'aurait pas besoin d'ajouter. Par contre, notre objectif était tout de même de présenter un plan qui était réaliste et qui respectait à tout point là, les normes qu'on sait qui ne seront pas abolies dans les 6 prochains mois. Là. Enfin, je n'ai pas besoin de vous répéter tout ce qu'on entend tous les jours, mais le concept principal étant la distanciation physique puis les mesures d'hygiène. Fait que ce plan-là, on l'a déposé. On avait consulté les clubs des différentes organisations, fait que Patrice Potvin, puis François Leduc, donc, avait consulté là où travaillait avec des membres de chacun de vos clubs pour nous donner des éléments. Fait que c'est certain que à cause de la loi des événements publics, il faut penser que ça va être des événements à huis clos, ça c'est certain. Donc, les spectateurs ne seront pas admis à aucun des événements qu'on aura cette année. C'est la première chose. Le deuxième élément, c'est sûr qu'il va y avoir le volet social, échange, qui sera beaucoup moins présent. Je pense qu'on
on parle de compétition, mais on est au Québec dans un milieu de sport motorisé amateur. Fait que pour tous et chacun, la partie sociale est importante, mais cette année, il va falloir vraiment revoir ce volet-là de nos événements, ça c'est certain. Il va y avoir aussi beaucoup d'administration, de gestion qui devra être faite à l'avance pour, lors de l'événement, éviter le plus possible des activités qui feraient qu'on serait proches l'un de l'autre. Je pense à l'inscription, aux déclarations, aux autodéclarations d'inspection technique, etc. Fait que c'est des choses qui vont devoir être faites d'avance de manière électronique. C'est sûr aussi qu'au niveau des passagers, des instructeurs à bord, on tend plus vers que ce soit interdit. Oui, j'ai compris, puis on le savait déjà qu'il y avait l'option de permettre un passager le banc arrière avec les casques. Je vous dirais qu'on a que nos gens portent des casques pour éviter qu'on arrive avec des normes d'être obligé d'avoir et des masques et des visières pour les gens qui ne seraient pas à bord des véhicules. Fait que préparez-vous à passer des journées avec plus d'heures avec le casque sur votre tête. Je ne veux pas aller dans des détails parce que je ne pense pas que ce soit un sujet que les gens voulaient entendre parler ce matin. Puis, on attend de voir ce qu'ils vont nous exiger aussi. Merci, Nancy. On a une question sur le chat qui est intéressante. La question, c'est, il y en a qui sont plusieurs conducteurs sur la même voiture. Qu'est-ce qui risque de se passer avec ces gens-là à ce moment-là? OK, c'est sûr qu'on va devoir réduire au maximum le prêt et l'échange de matériel. Par contre, comme toutes les règles, ce qui va vous être demandé, c'est de faire un nettoyage volant, tableau de bord, bras de transmission du véhicule avant que quelqu'un puisse l'échanger. Se peut même qu'ils nous demandent de ne pas permettre ça. Je vous dis, ces choses-là, nous, on n'a pas voulu aller trop loin là-dedans pour que les normes qui nous arrivent soient trop strictes. OK? Fait que ce que je crois, là, dans le fond, on a fait un suivi, nous, hier. Vous comprenez qu'actuellement, l'enjeu est un enjeu de santé physique et mentale encore. Donc, le volet loisir se développe, puis ne pensez pas que les gens ne travaillent pas sur ce volet-là, mais il est trop tôt pour qu'on mette de la pression pour avoir des réponses. Et c'est certain que quand on va avoir des autorisations, on va devoir s'asseoir avec eux pour déterminer certaines choses. Après ça, notre stratégie, ça va être de travailler avec les organisations des clubs pour voir comment, dans les faits, là, ça se concrétise réellement. Super. Merci pour les clarifications. C'est très apprécié. De rien, puis on demeure toujours disponible. Là, fait que j'ai suivi tous les échanges qu'il y a eu sur le chat le temps que je parlais. Là, fait que je vais remonter, puis s'il y a des questions là, ou des éléments que vous m'avez fait part, je vais en prendre note là, pour le suivre par la suite. Merci beaucoup. Danick pose une question. Est-ce que le championnat canadien risque a des bonnes chances de se produire ou pas? En fait, on est en échange avec les autres provinces toujours. Là aussi, il y a le dossier d'ASM qui devait avoir des échanges la semaine prochaine. Je pourrais reparler. C'est Richard Lestage qui fait un petit peu de suivi là-dessus. Fait que pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos que ça pour là-dessus. Au niveau des dates aussi, je sais que les gens se questionnent un peu. On aimerait ça vous dire que ça puisse qu'il puisse avoir un go pour le mois de juin, mais il faut beaucoup plus penser qu'on n'aura pas un go avant le mois de juillet. OK. On va se croiser les doigts. Oui. Parfait. Merci beaucoup de votre intervention. Très pertinent. De rien. Je reste à l'écoute. Oui, parfait. Merci. Très apprécié.
Donc, la dernière page, c'est les liens. J'en parlerai pas, je vais plutôt fournir le PDF à la fin. Je vais le rendre disponible sur le site, sur la page Facebook du Club Delta. C'est maintenant l'heure de poser ouvertement vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, on est là pour ça. On reste en ligne encore quelques minutes. Puis, n'importe quelle question est la bienvenue. Soyez pas gênés. Puis, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous écrire soit sur la page officielle du Club Delta, vous pouvez nous écrire en privé, ou directement sur le groupe de discussion. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Comme on disait tout le temps dans le respect, ça fait partie des valeurs premières du Club Delta. On voit des réponses, on voit des questions à propos de rouler 4 listes. C'est un bon point. Oui, en fait, n'importe quelle voiture, même si elle n'est pas plaquée, elle est bienvenue aux événements. Évidemment, vous devez la transporter d'une façon sécuritaire, donc probablement sur un trailer ou sur un dolly si c'est permis par la loi selon les modifications que vous avez faites. Pour ce qui est de rouler 4 listes, oui, c'est permis, même si ce n'est pas permis de rouler 4 listes sur la route. En piste, c'est possible tant que vous respectez le niveau sonore. Actuellement, le niveau sonore sur la majorité des pistes, c'est 92 décibels. Donc, si on a des doutes, on pourrait vous demander de mesurer le niveau sonore. Habituellement, on s'en rend compte assez vite quand quelqu'un dépasse le 92, là, parce que ça amène du train un peu. Donc, oui, c'est possible de rouler 4 listes. Évidemment, ça a un impact sur l'index si on roule en slalom. Donc, ça va avoir un impact sur les modifications apportées au véhicule. Donc, ça change votre classe et votre index. D'autres questions? N'hésitez pas à parler aussi, autre que le chat, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Tu as été trop clair, David. Ça a trop bien été ton cours. Puis Sylvain aussi. Bon, parfait. Notre cours, c'est le cours du club. Là, il y a Marc-Alexandre, là, que je pense que Marc-Alexandre Robitaille qui a bien aimé la formation, puis là, il pense à s'acheter une autre voiture. Ouais. Un Veloster Turbo 2020, c'est parfait, Marc-Alexandre. Là. En plus, si je me souviens bien, il y a le LSD en avant, là, donc en tout cas, elle est très bien cotée. Là, fait que c'est parfait pour commencer. Numéro 1. Nicolas qui demande, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir un permis de conduire valide? Je peux parler des âges pour débuter. C'est 18 ans pour commencer en slalom. Pour ce qui est du permis de conduire, je crois qu'on l'oblige. Je n'ai pas la réponse officielle, mais je crois que la réponse est oui, ça prend un permis de conduire. Est-ce que quelqu'un dans le club a la réponse? Je pense pas, David. Non, on a deux réponses différentes. Ouais, il va falloir valider, on n'a pas la... Oui, on n'a pas la réponse exacte. Moi, je pense Parce que oui, je pense que non, donc... en théorie, on n'a jamais vérifié le permis de personne. Et oui, il y a la théorie, puis au final, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des assurances. Donc, on va vérifier pour avoir la réponse finale. Ah, tu vois, Joël, il nous répond. Sur la fac du Delta, le permis est nécessaire. Non nécessaire? Permis nécessaire. Ah oui? Oui. Ouais, mais il va falloir valider le fac. Good. D'autres questions? Je crois que les gens sont gênés de parler. C'est un bon point, Eddie. Eddie a un bon point, rajouter du désinfectant dans la boîte de Pylon Duty. Oui, ça fait partie des trucs qu'on a déjà parlé au niveau du CA, effectivement. On regarde qu'est-ce qui doit être fourni par le club et qu'est-ce qui doit être fourni par la piste. Moi, je vais vous poser une question qui ne me concerne pas, mais avec ce que je vois dans le chat, Chevrolet Bolt, une voiture électrique. Voitures électriques sont permises, il n'y a pas de problème. Y avait-tu un point d'interrogation? Oui, il y avait un point d'interrogation à la fin pour les voitures électriques. Je peux peut-être répondre au niveau des voitures, ou René oui. peut-être répondre là, au niveau des classements. Vas-y. Au niveau de tous les véhicules, la Volt, là, René pourra peut-être confirmer si elle est dans les classements. Si elle ne l'est pas, au niveau des spécifications manufacturiers, donc dans les mesures qui ont été prises par le manufacturier, il faut qu'il y ait un ratio de 1 pour 1. Donc, si la voiture fait 5... D'année qu'on parle du ratio hauteur-largeur, hein, c'est bien ça? Oui, ratio 1 pour 1. Minimum. Donc, si la voiture est moins large que haute, le véhicule est automatiquement refusé, sauf s'il a été testé par le IHS aux États-Unis. Au niveau des renversements. Génial. Il y a Frédéric qui demandait si son véhicule... Tu peux y aller, René.
Ouais, rendu là, je vais ajouter de mémoire la bolt, me semble, qui a été approuvée à CCA, fait que ça devrait pas être un problème. Je peux vérifier par contre, puis vous revenir là-dessus. Puis pour tout ce qui est classement, ceux qui ont des questions rapport aux modifications, ou dans quel index ça va m'arriver, puis tout ça, vous pouvez me contacter par message privé via Facebook. Je vais essayer de vous aider du mieux possible avec ça. Des fois, ça se fait pas dans l'heure, là, on s'entend que j'ai une vie moi aussi, mais d'ici là, je peux essayer de vous classer. De toute façon, c'est ma responsabilité au sein du club pour vous aider. Fait que vous avez juste à me demander, puis je vais vous aider au meilleur de ma connaissance. C'est ça. Je dirais en général, là, pour les questions plus précises de classement, je pense qu'on ne le fera pas live aujourd'hui. Là. C'est ça, Parce je qu'il disais. y a trop de détails. Là. Par contre, Marc, il pose la question au niveau des pneus de rue, effectivement. Si dans une classe, normalement, c'est des pneus race, puis que tu utilises des pneus de rue, on ajuste l'index, c'est 0.92, si je me souviens bien. Donc, 2%, c'est 0.98. ouais, 0.98, effectivement. Mais ça peut rester 0.92, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Essaye pas. Sinon, il y avait Freddy qui demandait pour sa voiture qui va être un petit peu plus rally style là, dans l'avenir. Il n'y a aucun problème. On a déjà aussi discuté de faire une classe rallye pour que les gens de rallye soient bien positionnés, mais il n'y avait jamais assez de monde. Là. En plus tarmac et non en plus gravel, par contre. Ben, ça dépend s'il veut être performant ou s'il veut juste s'amuser. Moi, je sais qu'à l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé l'autoslalom. Hein. Je faisais du rallye sprint, puis je cherchais des événements pour pratiquer. Ben, j'arrivais toujours avec les pneus que je trouvais. Là. Fait que, au niveau du classement, il ne sera jamais bien placé parce que de toute façon, le char va finir en open avec une cage, il va être trop pesant, puis tout le kit. Fait que je te dirais, arrive avec les pneus que tu as. Puis en rallye, habituellement, on ne fonctionne pas avec des pneus qui collent beaucoup. Hein? On est plus dans le gravel, puis ça glisse. Fait que moi, j'arriverais avec des pneus qui glissent un petit peu sur l'asphalte là, pour pratiquer. Non, pas le droit aux pneus clous. Cool. Y a-t-il des casques plus confortables pour les gens portant des lunettes, de fonceurs? Quel endroit pourrais-je les essayer magasiner? C'est difficile à dire. Il y a tellement beaucoup de places qui ont des casques, puis c'est difficile de dire lesquelles ont les bonnes certifications. Fait que c'est vraiment de faire des appels avant de se déplacer, même aller voir en ligne. Souvent, on trouve beaucoup d'informations. Moi, j'ai acheté mon premier ça, casque chez, sur Amel, là, pas Adrénaline, mais ADM Sport. ADM Sport, exact. Oui. Je pense que c'est là qu'ils ont le meilleur deal dans la région de Québec. Là, c'est souvent là qu'ils ont les meilleurs deals. Il s'agit de regarder les spéciaux, puis il y a moyen de s'en tirer pas très cher. Évidemment, Fortnite.ca ont aussi des bons deals. Je pense qu'ils arrivent moins cher que ADM, mais ça a le désavantage que vous ne pouvez pas essayer la grandeur. Donc, c'est le fun de savoir sa grandeur avant d'acheter. Puis, tu sais, de l'autoslalom, on passe pas beaucoup de temps au volant. Là, donc, tu sais, ça vaut peut-être pas la peine d'acheter des casques super légers qui coûtent 800-900$. Là. Le casque le plus cheap va faire l'affaire. Surtout pour commencer. Là. Il y a les casques M, c'est une bonne question. Là. Si vous avez une cage, ça prend un casque SA pour sport automobile. Si vous n'avez pas de cage, un casque de moto SM fera l'affaire. Souvent, les SM sont beaucoup moins chers que les SA aussi. Quelqu'un me demandait à qui contacter pour connaître les classes, c'est René Marois. Il y a aussi Olivier Bédard qui peut vous aider à ce niveau-là. Donc, René Marois, c'est son travail au sein du club de s'occuper de ça. Évidemment, vous pouvez me contacter, mais je vais probablement vous renvoyer vers René à ce moment-là. Au niveau Donc, du je pense que ça va compléter. Les barres sont en avant, Félix. Donc, les barres qui passent par-dessus les portes. Si tu as vraiment juste un arceau arrière, tu n'as pas besoin de casque SA.
Il arrive 11 heures. On va terminer la présentation. Merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté. Si vous avez d'autres questions, profitez-en donc pour venir nous voir sur le groupe de Club Delta Québec Discussion. Puis par le fait même, allez aimer la page officielle Club Delta Québec. C'est toujours apprécié d'avoir quelques likes à ce niveau-là. Puis n'importe quelle question, envoyez-nous ça va nous faire plaisir. Dès que possible, on va rendre la présentation disponible, autant la version PDF des slides que vous avez vus que la version vidéo. On va regarder le résultat que ça donne, puis on va vous partager ça dès que possible. Merci beaucoup d'avoir participé, puis on espère vous voir à nos événements. Dès qu'on a les dates pour se lâcher lousse, on vous laisse savoir. Donc, n'hésitez pas entre-temps si vous avez quelques questions que ce soit. Merci d'avoir assisté. Bonne journée. Merci David, merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Anthony, est-ce qu'il est toujours en ligne? Oui, je suis pour le. Je vais te laisser arrêter l'enregistrement. Oui, je Gérer fais